messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. La filière maïs veut contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Les producteurs ont reçu à cet effet le soutien du ministre de l'Agriculture. Le FEPROMAS, Fédération des producteurs de maïs du Saloum, s'est réuni en assemblée générale à suivre. Également dans l'actualité, l'occupation du domaine public maritime de Dakar. Le dossier de ce 20h est consacré à cette problématique. Une enquête, vous allez le voir, réalisée par Ibrahim Andang. On s'intéresse également dans cette édition à la santé animale. Dans la rubrique santé de ce dimanche, pas de traitement pour les moutons avant la tabaski. 21 jours, c'est le délai minimal à respecter pour que la viande soit consommable. L'alerte est donnée par les vétérinaires interrogés par Fontabadji. Et puis nous vous emmenons à la découverte de la résidence secondaire du président Léopold Sédar Senghor, située à Varson en France. Cette demeure au style architectural typique du 19e siècle regorge d'œuvres d'art et littéraires. Reportage à suivre. Retour sur la première édition de la journée de nettoiement Setal Sunureo, balais, râteaux, pelles. Les populations de Joal ont aussi participé à cette journée hier. La ministre de la Jeunesse a prêté main forte à l'opération. Hadi Djengay a appelé les habitants à maintenir cette dynamique de solidarité. Louis Bidza. L'offensive contre l'insalubrité dans la Petite Côte a démarré à Joal Fadjout, quai de pêche artisanale de l'Afrique de l'Ouest. Au premier rang des activités, Hadi Djengay, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a porté ses gants pour une action préventive. Joal est situé sur le littoral. Il y a l'océan Atlantique, il y a aussi le bras de mer. Et Joal est situé au niveau d'une zone d'eau. Et les zones d'eau, communément, sont réputées être des zones à problème en période hivernale. Et a fortiori maintenant, s'il y a un problème d'insalubrité. Arrivé ici, sur les lieux, j'ai trouvé une jeunesse. Au niveau de toutes les organisations de jeunesse sont là, ici mobilisées. Au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau aussi sportif, ils sont là. Et j'ai senti qu'ils ont la ferme volonté d'accompagner le lancement de ce concept-là et de le pérenniser. Coup de balai, râteaux, jeunes hommes, femmes, tous ont rallié le champ pour une ville propre. Nous avons démarré nos travaux au niveau de certaines artères, de quelques quartiers. Nous avons aussi été au niveau de la centrale de l'ONAS, la centrale où passe l'ensemble des eaux usées pratiquement de toute la commune. Moi, j'ai invité les jeunes à mener des campagnes de sensibilisation. Les gestes les plus minimes, les gestes les plus primaires ne doivent pas être négligés. Commençons d'abord par ne plus jeter des déchets sur le sol. Même si on ne voit pas de poubelle, ces déchets-là, on doit les garder par devers soi jusqu'à avoir un endroit adapté, propice, où le jeter. La ministre a donc invité les populations à s'approprier du concept. La jeunesse, fer de lance de la nation, c'est à elle que revient la lourde responsabilité de gérer l'environnement immédiat des concessions. Sensibiliser et assurer le suivi sur le terrain, c'est le mot d'ordre après le lancement réussi de la journée nationale Setal Sunureo. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dit pouvoir compter sur les populations pour éviter certains comportements, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. On écoute à ce propos Chertidiane Djei. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Ning. Ce n'est qu'une étape. Le mois prochain, il y aura une autre journée nationale de nettoiement, sans doute sur un autre thème, peut-être porté par un autre ministre. Et c'est la même mobilisation et le même engagement pour une appropriation durable par les citoyens et les communautés des politiques publiques. L'État ne peut pas tout faire. Exact. Et ce sont les citoyens qui doivent prendre en main la destinée du pays. Voilà, en termes de pérennisation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des comportements qui sont là, qu'on connaît. On va vers la Tabaski, qui est un événement à l'issue duquel, généralement, des déchets sont souvent jetés dans les canaux qui viennent d'être curés. Ça veut dire que l'exercice est complexe et difficile. Justement, quelles sont les actions qui sont prévues à votre niveau? Alors déjà, le fait d'avoir impliqué très fortement la communauté, c'est pour leur dire, si vous vous êtes donné autant de peine à nettoyer le quartier, à curer les caniveaux, à balayer, c'est pour ne pas aussi, 2 semaines après, revenir y jeter des immondices et des déchets. Parce que si vous le faites,
nous vous appellerons encore à y retourner pour les curer. Donc, autant éviter ça. Donc, vraiment, on va continuer la sensibilisation. Comme je l'ai dit hier, c'était la journée de lancement. Moi, j'y retournerai déjà dès mardi sur le terrain. Je ferai encore les sites de Dakar. Et les gouverneurs ont reçu des instructions et l'ensemble des autres autorités pour continuer le suivi sur le terrain. On fera beaucoup de sensibilisation parce que les Sénégalais, je suis persuadé, moi j'ai une opinion très positive lorsqu'on attire leur attention sur le fait que finalement, ils perdent et tout le monde perd en gardant des comportements d'un certain type, ils peuvent changer. On en vient maintenant à l'enquête de ce 20h sur la privatisation du littoral de Dakar à Guédiawaye, les plages inaccessibles au public et des remblais illégaux au profit des magnos. Comment cette appropriation a-t-elle été possible? Quelles en sont les répercussions écologiques et sociales? Ibrahim Ndong nous plonge au cœur de cette problématique. Regardez. Regard, hagard, abasourdi, désorienté. Difficile pour Mamadou de retrouver ses repères habituels. Le natif du quartier Liberté 5 est carrément assommé, dépassé par la situation. Le Siekan avait l'habitude de fréquenter cette plage. Une plage qu'on appelait communément la piscine. Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme qu'il constate les faits. Et c'est avec désolation que j'ai retrouvé ces lieux. Il y avait ce qu'on appelait une piscine qui était configurée de manière naturelle et qui nous permettrait de venir nous baigner, apprendre nos jeunes à se baigner. Maintenant, ce n'est plus possible parce que ça a fait l'objet, comme vous le voyez, d'une appropriation privée. Une appropriation privée aux grandes dames de la population. En remblayant la plage avec ses roches, le responsable est bien conscient de l'ampleur du mal. Et pour bien réussir son forfait, l'occupant du site a creusé jusqu'à une profondeur de 60 à 70 mètres, doublé de murs érigés sur plusieurs mètres pour être à l'abri des regards. À quelques mètres d'ici, nous découvrons le site des Mamelles avec une plage inexistante. Les raisons, les voici. Ces deux grandes bâtisses qui ont fini de dicter leurs lois sur les populations de Ouakam. Là, sur un site hautement symbolique et hautement très important pour le village de Ouakam, mais aussi pour toute la collectivité Lébou. Ce site s'appelle Tefessoubir. C'est le nom qu'avaient donné nos aïeux à ce site. À part cela, c'est un site qui est collé à un autre site qu'on appelait la plage de Jean Lefebvre. C'est important aussi, c'est un site important pour la jeunesse. À part les sites rituels qui sont ici, il y a aussi, disons, c'était un lieu d'expression des jeunes qui venaient jouer ici au football. Cet espace, ce petit espace, était grand comme un terrain de football avant. Donc on jouait des matchs de football sur la plage, même si le foot de plage a commencé ici. La mousse de cette couleur nous renseigne sur la présence d'un corps étranger. C'est le résultat des roches qui ont été utilisées pour remblayer la plage. Conséquence, les cabanes qui se situaient sur tout au long de la plage ont presque disparu. Ils ont tout détruit pour construire leurs immeubles. C'est ce qui explique les roches que vous voyez ici qui permettent de remblayer la plage. Auparavant, il y avait beaucoup de cabanes. Maintenant, il ne reste presque rien. Maintenant, 20 personnes depuis 2000 constructions commencé à remblayer cabanes. L'ancienne bande des Filao sur la VDN n'a pas échappé à l'action anthropique. Suite au décret de déclassement signé par le président Sall sur une superficie de 826 hectares, les défenseurs du littoral sont montés au cri. Un écosystème qui servait de barrière naturelle de protection contre l'érosion côtière, les embruns marins, entre autres. C'est pourquoi un recours pour excès de pouvoir a été introduit à la Cour suprême. Nous avons un sentiment mitigé parce que, premièrement, ce n'est pas notre premier recours.
Il y a eu un premier décret en 2021 que nous avons attaqué auprès de la Cour suprême, mais malheureusement, la Cour suprême a rejeté notre requête. Ça, là, c'est une deuxième requête. Et il y a somme toute une avancée selon laquelle le juge, pour cette fois-ci, a décidé de prendre son temps pour instruire l'affaire. Instruire une affaire qui risque de faire couler beaucoup de salive. Preuve par l'exemple, le collectif de la cité Chérif Abdoulaye Tchaoulaye, qui regroupe plus de 3500 familles. On a déjà enregistré environ 2000 et quelques parcelles identifiées, dont les propriétaires sont identifiés, déposés et au niveau de la mairie, déposés également au niveau des domaines et au niveau de la sous-préfecture. C'est-à-dire le préfet qui nous avait demandé, sur instruction du gouverneur, de faire le dépôt de ces documents et de déposer pour chaque site les 5 premiers actes. On est rassuré des décisions prises par les autorités étatiques. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pourtant, les normes de construction existent et doivent être respectées pour assurer une qualité de vie aux populations. Si on se rappelle de Dakar, les gens qui avaient de bons souvenirs, que ce soit dans les quartiers de la Médina, que ce soit dans les quartiers des Almadies, ils vous disent, voilà, on sentait la brise marine jusqu'à loin derrière. Aujourd'hui, on n'a pas cette brise marine-là qui constitue en fait un facteur de renouvellement d'air interne. Aujourd'hui, si on construit une barrière en façade maritime qui va empêcher ce renouvellement d'air, forcément, il y a un problème de santé publique qui se pose. Et de plus en plus, on se rend compte avec la météo, avec les données qu'ils donnent à chaque fois, que le degré de pollution ne cesse d'augmenter. Fort de ce constat, la DSCOS ne cesse d'intervenir sur le littoral d'une manière inopinée ou programmée. Déjà en 2002, il faut constater que c'est commande de l'autorité, les chantiers en cours étaient arrêtés. D'abord. Ensuite, on a constaté un gel de toutes les activités sur le littoral. En 2016, la DSCOS est descendue pour arrêter tous les chantiers. On avait dénombré une vingtaine. En 2020, avec vous, également, la DSCOS est descendue. Et plus de 30 chantiers ont été arrêtés. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous en sommes à plus de 150 chantiers arrêtés. Catastrophique. Que faudrait-il faire alors pour trouver une solution définitive à ce phénomène? Les plages qui sont aujourd'hui occupées et qu'on peut restaurer, il faut impérativement aller vers cette restauration et de manière curative, immédiate et rapide. Et in fine, renforcer les lois afin que les gens ne puissent plus disposer de documents administratifs ou bien de titres leur permettant de justifier leur occupation. Pourtant, le code du domaine de l'État est bien clair. Notamment en ses articles 5 et 19. L'article 5 définit ce qui constitue le littoral, on peut dire le domaine public maritime. C'est une zone de 100 mètres à partir de la limite immédiate de la plus forte marée, des vagues de la plus forte marée. Donc si vous mesurez ici à partir de 100 mètres, nous sommes carrément sur la chaussée. Oui, c'est un principe que le domaine public maritime ne peut supporter que des constructions démontables. Un principe, mais pas une règle. C'est un principe qu'on ne peut avoir sur le domaine public maritime que des droits précaires. Principe, mais pas une règle. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une dérogation apportée par le Code du domaine de l'État lui-même, qui offre la possibilité au président de la République, par décret, de pouvoir déclasser des dépendances du domaine public maritime. De les déclasser, donc de les faire sortir du périmètre du domaine public pour les amener dans son domaine privé. C'est d'ailleurs ce qui explique les mesures prises par le Premier ministre relatives à la suspension de tous les travaux sur le littoral. J'ai un problème par rapport à l'opportunité de la décision. Elle est bonne, mais je pense qu'on pouvait aboutir au même résultat sans avoir à suspendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La suspension, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. C'est des temporaires qui travaillaient là-bas, c'est des locations de matériel qu'on faisait là-bas. C'est une économie qui s'était développée là-bas. On pouvait arriver au même résultat, c'est-à-dire vérifier les titres sans suspendre. Surtout que
Le point de départ, c'est l'autorisation de construire. Une autorisation de construire, délivrée naturellement par les services compétents de l'État en bonne et due forme. Alors, où se situe la responsabilité? Aux autorités d'aller jusqu'au bout de leur logique pour sauver le littoral des griffes de grosses potes. Invité du journal de 13h, l'urbaniste Bassirou Diouf est revenu sur l'importance de protéger le littoral face aux multiples agressions dont il fait l'objet. Je vous propose de l'écouter. L'attribution se font par des services qui sont des démembrements de l'État. Les changements de destination par rapport à la nature juridique des terrains se font aussi par des services qui sont des démembrements de l'État. Mais d'un autre côté, les particuliers qui sont sur les lieux, souvent ne sont pas conformes du point de vue de leur droit d'occupation en termes de superficie, surface d'emprise au sol ou bien en termes de surface de la parcelle. Souvent, les gens font des extensions irrégulières et ne se limitent pas à la surface qui leur a été attribuée. Et cela pose un problème de fermeture de couloir d'air entre l'océan et la ville. On l'a dit justement. Et un problème d'échange, d'exutoire de mauvaises particules qui sont dans la ville et qui devaient être épurées vers l'océan. Donc il y a différentes conséquences, différents problèmes qui se posent par rapport à cette occupation-là irrégulière. Donc il y a l'État, ses démembrements et certains particuliers. La Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture a quand même des documents pour gérer les demandes d'autorisation de construire, les certificats d'urbanisme ou les autres demandes, actes d'urbanisme liés à l'occupation du sol. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller vers un document spécifique accompagné d'un règlement particulier qui va être l'objet du concours de tous les acteurs qui sont dans l'urbanisation pour gérer autant le volet avancé de la mer, le volet gestion des eaux même de ruissellement qui font aussi que le trait de côte peut être modifié. Donc, il faut vraiment un document spécifique plus approfondi, liant en toute parfaite synergie tous les acteurs qui évolue dans le secteur de l'occupation du sol. Bon, il appartient à l'autorité politique de prendre certaines décisions, mais les techniciens pourront, autour d'une table, se réunir et élaborer, donner des indications à l'autorité qui, après exploitation, pourra décider de ce qu'il va advenir de la corniche. Effectivement, certaines plages ou certains sites historiques peuvent être restaurés soit par expropriation de l'occupant qui est irrégulier, ou bien démolition et déguerpissement d'un occupant qui est sans titre ni droit. Bassirou Diouf, invité de René-Léon Fonseca dans le journal de 13h de ce dimanche. Le pôle urbain de Diamniadio a reçu la visite de son nouveau délégué général. Bara Diouf a fait le tour des lieux, Maison des Nations Unies, sphère ministérielle, centre exposition ou encore le Dakar Arena. Le projet de ville de Diamniadio avance bien selon la nouvelle équipe. Mariam Biramba. Dans le but de voir de plus près les activités du pôle urbain de Diamniadio, le nouveau délégué de la DGPU a visité les infrastructures des programmes prioritaires. La réalité du terrain laisse apparaître des infrastructures de dernière génération, bien entretenues. Nous avons visité ce matin le Dakar Arena, le centre des expositions, le parc de technologie numérique, les sphères, la première sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng, la Maison des Nations Unies et l'IRSF. Pour les infrastructures déjà réalisées, le niveau de maintenance est correct. Dans certaines infrastructures, elle est même très bonne. C'est un bon signe. Et à ce sens-là, il faut féliciter les équipes de la SOGIP qui sont chargées de la gestion des investissements publics. Au niveau des investissements privés aussi, on a vu une bonne tenue. Et cela montre qu'aujourd'hui, le projet de ville nouvelle de Diamniadio est bien apprécié et bien articulé par les développeurs. Pour les travaux en cours, le nécessaire sera fait, rassure le nouveau responsable de la DGPU. Aujourd'hui, 2024-2025, ça devait être la phase de développement de Diamniadio.
On a eu quelques retards sur le projet, mais l'objectif est d'accélérer ce développement-là, de donner l'ensemble des dispositions aux développeurs pour qu'ils puissent terminer les travaux en cours et aussi de pousser les développeurs qui n'ont pas démarré leurs travaux, de démarrer rapidement les travaux pour que dans un horizon très proche, Diamniadio puisse recevoir une grande partie de la population qui doit faire de cette nouvelle ville-là un espace de vie avec l'ensemble des commodités pour une ville nouvelle. Pour mener à bien sa mission, la DGPU compte transférer son siège à Diamniadio. Nous ne pouvons pas promouvoir une ville et être en dehors de cette ville-là. Et nous allons, dans les prochaines semaines, nous atteler à réaliser ce siège-là de la DGPU ici à Diamniadio. Après cette première sortie, le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose va visiter prochainement les Verdets. Je vous le disais en titre, la filière maïs, indispensable à la souveraineté alimentaire au Sénégal. La FEPROMAS, Fédération des producteurs de maïs du Saloum, y travaille. Réunie en conclave, elle a reçu la visite du ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Les deux parties veulent ainsi consolider leur partenariat pour atteindre cet objectif. Pendambao. Plus de 3000 producteurs de maïs de la FEPROMAS accueillent le ministre de l'Agriculture à cette messe annuelle de la filière maïs, dont le rôle est de jouer sa partition dans la quête de la souveraineté alimentaire. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'égard des autorités ici présentes, et en particulier le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, qui dès sa nomination a adopté une démarche participative, inclusive envers toutes les catégories d'acteurs du monde rural. En effet, vous avez pris, monsieur le ministre, tous les dispositifs nécessaires pour une campagne agricole réussie à travers les subventions jamais égalées sur les intrants agricoles, si ajoute l'implication des forces de défense et de sécurité dans le schéma de distribution, ce qui augure d'une transparence dans la mise à disposition. La tutelle, qui se félicite de la bonne organisation de cette fédération, s'engage avec les acteurs à relever les défis des objectifs assignés à cette filière maïs. Je m'engage que je vais vous accompagner pour faire une coopérative agricole intercommunale avec les 7 communes dont on a parlé. Peut-être un peu plus. Je m'engage aussi à accompagner les femmes et les jeunes dans le programme de Denkane, non? OK. On a un financement de 51 milliards et je suis sûr qu'avec ce financement-là, on peut en tirer une bonne partie pour créer, si ce n'est pas 2, ce sera au moins une coopérative agricole intercommunale avec les 7 communes. Kaolack, Kaffrine sont réputés d'être un bassin de l'agriculture. Et nous ne ménagerons aucun effort, non seulement pour produire, on va vous accompagner sur des unités de stockage, mais aussi des unités de transformation. Et faire que Kaolack nourrisse Kaolack, mais que aussi Kaolack contribue dans l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. Soyez-en tout remerciés encore une fois, conscients des appuis que nous ne cessons de nous apporter. Je voulais renouveler notre ferme volonté de poursuivre et consolider le partenariat déjà fécond. Notre plan d'action de 2024 en cours est résolument orienté vers une agriculture à la fois innovante, intelligente et sensible au changement climatique. Pour 2024, la FEPROMAS va s'orienter résolument vers une agriculture à la fois innovante, intelligente et sensible au changement climatique. Leurs prévisions d'envergure sont aussi à la hauteur des ambitions de production nécessaires à une souveraineté alimentaire. Et pendant ce temps, 1500 tonnes de maïs peinent à être écoulées. Pour faciliter l'évacuation de cette production, l'Agence de régulation des marchés joue le rôle de facilitateur entre les producteurs et les industriels. C'est pour aboutir à un protocole d'accord pour une meilleure commercialisation de la prochaine campagne. Salut Sec. Le maïs, une culture très développée au Sénégal. Il se place au 2e rang des céréales produites après le mil. Toutefois, des difficultés d'écoulement de la production est parfois notée. À ce jour, plus de 1500 tonnes sont en souffrance dans les magasins, d'où l'initiative de cette rencontre. Cette rencontre fait suite à une séance de travail qu'on a eue avec l'interprofession maïs et les industriels du Sénégal en vue de les permettre d'acheter le stock en souffrance
À la suite de cela, un plan d'action a été initié. Autre aspect évoqué, la campagne 2024-2025. Un protocole devrait être validé pour anticiper sur la commercialisation de la prochaine production. Et en termes de démarche, il s'agira déjà pour les industriels de pouvoir estimer leurs besoins en termes de maïs et des qualités souhaitées pour qui vont servir d'intrants justement pour les transformations qui sont en tout cas en cours dans les industries. Mais pour les producteurs, il s'agira aussi de voir en termes de surface emblavée et d'accompagnement au niveau des intrants, au niveau du matériel agricole, quels sont les efforts que les industriels peuvent faire pour les accompagner dans ce processus-là. In fine, l'élaboration de ce protocole-là va permettre justement de pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation et notamment en passant par la transformation qui est un élément extrêmement important. Au cours de cette rencontre de 2 jours, la problématique de l'accès au marché des producteurs sera également passée en revue. Focus à présent sur le lycée technique agricole de Bignona. Créé il y a 26 ans, l'établissement forme des techniciens en agriculture. Au fil des ans, ce centre est devenu un lieu de production pour tout le département. Il accompagne aussi les apprenants dans l'entrepreneuriat agricole. Abdoulaye Sinkare les a rencontrés pour nous. Reportage. Comme chaque soir, Mariama Agen-Djedjou arrose ses planches de culture avant de descendre. On est en train de faire du maraîchage en oignon. Il y a du gombo et du poivron aussi. J'arrose le matin avant d'entrer en classe. Aussi, à partir de 17h, 18h, j'arrose aussi. À la quête d'un brevet de technicien en horticulture, elle a déjà des projets plein la tête. Je rêve de créer quelque chose comme une entreprise de travail ici et aussi de l'exploiter ici. À l'image de Mariama, ces jeunes hommes font partie des plus de 500 apprenants du lycée agricole de Bignona. Ce qu'ils veulent, c'est réussir dans l'agriculture, qu'ils n'ont en réalité jamais quitté. Moi, depuis ma naissance, lorsqu'on était enfant, notre père a des jardins, des cultures maraîchères, mais pas tellement qualifiés. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire d'aller dans les formations professionnelles pour suivre le domaine du maraîchage. Mon papa a un verger de 4 hectares. Après ma formation, je vais aller occuper le verger, créer de l'emploi, aider mon pays, le Sénégal, à se développer dans le domaine horticole. Créé en 1998, le lycée agricole Émile Badiane de Bignona est une pépinière de techniciens agricoles. L'établissement compte 2 filières que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. À côté de la formation technique, il y a la formation professionnelle, alliant la théorie et la pratique. Nous avons 2 BTS au sein du lycée, un BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole et un BTS en industrie agroalimentaire, dont l'admission se fait par voie de concours. Chaque étudiant au niveau du BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole a un lopin de terre. Il va faire toute la chaîne, en commençant par le choix du site, la préparation du sol, la mise en place des cultures, l'entretien des cultures, la commercialisation. Le laboratoire de biochimie accompagne les étudiants en agroalimentaire dans leurs multiples productions. Dans l'industrie agroalimentaire, la base, c'est la transformation des produits locaux. Maintenant, après avoir transformé ces produits locaux, il faut chercher leur date limite d'utilisation optimale. Il faut faire des tests parce qu'il faut voir si la teneur en eau est maîtrisée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la stabilisation du produit. Avec ses 19 hectares, le lycée a fini d'être un haut lieu de production avec en ligne de mire la certification bio. On est dans l'ère de l'agroécologie. Au lieu d'aller chercher les produits chimiques, nous avons déjà des débris qui sont là. Il faut les broyer pour eux, en même temps fertiliser le sol. Parce que le lycée s'est positionné dans l'agroécologie à travers la DITAEL. Et la DITAEL signifie dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. En attendant, la maîtrise de l'eau reste un défi à relever. En réalité, aujourd'hui, on partage de l'eau avec les populations. C'est ce qui n'est pas normal. On est dans l'agriculture, alors nous consommons beaucoup d'eau. L'autre difficulté qu'on a, c'est que lorsque le château d'eau a des difficultés, vous avez vu les cultures là, il suffit de faire 24 heures sans eau, mais les propriétaires les perdent. Le lycée accompagne les sortants à s'insérer, surtout ceux qui veulent entreprendre.
dès l'année qui suit la certification, nous avons un taux d'insertion qui oscille entre 80 et 90%. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans l'appui à l'insertion. À la fin de chaque année, nous faisons un appel à candidature pour solliciter, pour recruter les meilleurs projets. Aujourd'hui, le lycée a financé plus de 50 sortants qui ont créé leurs exploitations. Nous finançons de 2 millions jusqu'à 6 millions. C'est un financement très novateur parce que justement, l'élève ne prend pas, l'étudiant ne prend pas l'argent. Vous allez chercher des factures à travers le projet que vous nous avez présenté, avec tout le matériel et le dispositif que vous avez présenté, et nous qui payons le fournisseur. Mais je dois vous dire que plus de 70% des gens financés ont réussi leur exploitation. Dans une démarche inclusive, des espaces sont octroyés à un groupement de femmes de la zone et à l'association des personnes en situation de handicap. Nous avons fait du piment, de la tomate, du poivron, de la salade, entre autres. Nous avons été formés à la production de pépinières. D'ailleurs, nous venons de démarrer la commercialisation. Au fil des ans, le lycée agricole de Bignona est devenu plus qu'un établissement. Il est le réceptacle de beaucoup d'espoir, de lendemain meilleur. Au chapitre éducation, manque d'eau, occupation irrégulière, insécurité. Le lycée technique de Tambacounda, toujours pas opérationnel à son niveau maximum, plus de 21 millions de francs CFA. C'est la somme nécessaire pour résoudre les problèmes. L'établissement livré il y a 2 ans a coûté 2 milliards de francs CFA. Depuis sa réception en 2022, le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Tambacounda peine à démarrer normalement ses enseignements apprentissages. Si les cours théoriques peuvent se dérouler, tel n'est pas le cas pour ceux pratiques. Pour cause, le manque d'eau et l'absence d'électricité au niveau de l'établissement. Il y avait le courant qui était là, mais depuis décembre 2022, il y a eu un problème au niveau du poste électrique. C'est vrai, un lycée ne peut pas former ses eaux, mais de toute manière, comme ils ont fait un premier pas en donnant le marché à quelqu'un qui a déjà foré, donc on attend tout simplement la plomberie, c'est-à-dire que l'entreprise puisse continuer le travail en faisant l'adduction pour tous les bâtiments. Et donc l'année prochaine, Inch'Allah, on souhaite vraiment venir pour faire les enseignements apprentissages. Un chantier qui a démarré depuis 2008, donc c'était avec le président Abdoulaye Wade, qui aujourd'hui traverse le régime de Macky Sall sur 12 ans, qui aujourd'hui est en train de patauger encore pour des raisons d'électricité, des questions d'eau et des questions de route, voies d'accès. Et aujourd'hui, le proviseur, d'après les informations, il faut 21 millions pour avoir un bon transformateur pour soutenir effectivement la fourniture d'électricité. Et le budget du conseil départemental est un budget sous forme de fonds de dotation et de fonds d'équipement. S'il programme, par exemple, la fourniture d'électricité du lycée technique pour 21 millions, l'État va virer les 21 millions dans leur compte. Face à cette situation, l'essentiel de l'effectif des apprenants sont obligés de rester au niveau de l'ancien site, le SEM Moribo Diakité. Seuls les élèves qui suivent les cours en électromécanique et en BTP fréquentent le nouveau lycée. Donc on est en train d'utiliser du solaire pour les élèves qui sont là, qui font formation professionnelle avec les BT bâtiments, donc génie civil et BT électrotechnique. En tout cas, moi, pour les nouvelles autorités, en tout cas, elles nous rassurent. Parce que dans le programme qui les a amenés au pouvoir, le volet formation professionnelle est très important dans le programme que nous avons lu. Les manquements qu'on a pu constater ces dernières années, nous souhaitons en tout cas qu'elles vont corriger cela pour vraiment un rayonnement de la formation professionnelle au niveau de Tambacounda. Pour la voie d'accès, mais aujourd'hui, c'est à la mairie de prendre ses responsabilités. Ces quelques maisons qui sont sur la route qui mène vers le lycée technique et qui ont fait objet d'occupation irrégulière, mais il faut prendre sa responsabilité et enlever ces maisons-là pour permettre au moins la construction de la route. Et c'est avec cette construction de la route que la Sen'Eau pourra poser les tuyaux et faire effectivement le travail de connexion pour qu'il y ait de l'eau. Autre question éducative qui attire l'attention des acteurs à Tambacounda, la construction de l'université du Sénégal oriental. Un pas de géant vient d'être franchi avec la publication d'un communiqué pour le recrutement de la main-d'œuvre locale.
Et nous invitons les jeunes aussi à venir. Effectivement, il y a eu un grincement dedans parce que les gens ont pensé que c'est un recrutement par rapport à l'université. Non, c'est un recrutement pour démarrer les travaux. Nous sommes à la phase où on a besoin de maçons, de coffreurs, de gardiens, mais aussi de manœuvres. Maintenant, au fur et à mesure que les travaux vont avancer, on aura besoin des carreleurs, on aura besoin après des électriciens. Après, on fera encore un autre appel. Ces deux structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, une fois opérationnelles, vont permettre aux jeunes de Tambacounda d'étudier et de se spécialiser sur place. Et cette bonne nouvelle pour les enseignants du Sénégal, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, a satisfait une de ses plus vieilles doléances. Il s'agit de la signature des arrêtés d'admission aux examens professionnels du CAP et du CEAP, des actes de nomination au poste de responsabilité. Elle concerne plus de 5000 enseignants. Reportage de Massamba Chan et Badesek. Ça y est, le ministre de l'Éducation nationale joint l'acte à la parole. 23 arrêtés d'admission aux examens professionnels du CAP et du CAP pour 4030 enseignants et décision de nomination au poste de responsabilité signée. Cet important coup de poing s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives issues du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2023-2024. Ces enseignants-là attendaient ces arrêtés depuis fort longtemps et beaucoup ont souffert donc de l'absence de ces arrêtés. 30 décisions de nomination, 30 arrêtés qui vont impacter 1000 bénéficiaires. Et là aussi, ce sont des résultats qui ont été présentés au syndicat et nous pensons que les enseignants, en tout cas bon nombre d'enseignants, seront soulagés par ces décisions-là qui ont été prises. Et c'est du concret parce qu'ils ont attendu depuis longtemps et il fallait très vite mettre sur la table du concret. C'était une attente, encore une fois, qui était extrêmement forte. Un véritable dénouement. En recevant des mains du ministre de l'Éducation nationale les arrêtés, les syndicats les plus représentatifs du G7 parlent de décisions historiques. Nous nous soucions de notre carrière et les actes ont été quand même des contraintes. Si aujourd'hui le ministère est conscient de cela au point de faire des efforts pour signer des actes, nous ne pouvons que nous en réjouir et dire merci au ministre et à tous ses collaborateurs. Mais continuer à exiger que les autres passifs soient réglés. En dépit de la satisfaction liée aux lenteurs administratives, les syndicats ont souligné quelques points d'attention liés à l'immatriculation des stagiaires, la numérisation des arrêtés, la question de la formation initiale et continue des enseignants, la question de la catégorisation des établissements, la résolution du déficit d'enseignants, entre autres. Des préoccupations pour lesquelles le ministre s'engage à apporter des solutions. La décision que nous avons prise ensemble d'organiser un séminaire sur 2 ou 3 jours pour justement ensemble co-construire des réponses idoines, adéquates face à certaines difficultés qui sont récurrentes et qui sont sur la table de plusieurs ministres et qui sont sur ma table aussi depuis fort longtemps. Ensemble, nous allons trouver donc les bonnes solutions pour avancer et surtout une décision qui est fortement attendue et qui est en rapport avec les décisionnaires. Le ministre de l'Éducation nationale a réitéré devant les syndicalistes la volonté du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la transformation du système éducatif vers une société éducative. Une vision que le G7 s'engage à accompagner pour la formation d'un citoyen adossé à son socle endogène de valeurs africaines. Dans votre magazine, le dimanche soir, on raconte l'histoire d'une jeune Sénégalaise entrepreneur et pionnière dans la reconnaissance musicale aux États-Unis et au Canada. Ndeye Biram Sok, diplômée de l'Université de Miami en Floride, est à l'origine de plusieurs systèmes informatiques qui ont révolutionné le monde de la technologie, notamment le célèbre application Shazam. La lauréate du Cartier Women's Initiative revient sur ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. On l'écoute. J'avais déjà commencé avec une autre application de musique sur les téléphones mobiles et c'était tout au début, en fait,
Je me vieillis un peu, mais c'était au moment où on ne connaissait même pas forcément les ringtones et les applications de musique sur le téléphone, juste parce qu'on n'avait pas des smartphones. Et moi, quand j'ai eu l'idée, c'était juste de me dire, quand je veux acheter, quand je vais dans un magasin pour acheter un CD, je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est juste quelque chose que j'ai entendu et je suis obligée de chanter. Et comme on n'a pas tous ce talent, on s'y retrouve pas souvent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombée sur Shazam, je suis tombée sur le fondateur original. Et on a négocié et j'ai eu l'exclusivité en fait pour utiliser une partie de leur technologie. Mais j'avais l'exclusivité pour l'utiliser aux États-Unis et au Canada. Et c'est comme ça que j'ai développé toute l'application autour. Parce que dans les temps aussi, comme il n'y avait pas de smartphone, il fallait vraiment se connecter au réseau de l'opérateur. Et c'est comme ça qu'on a été les premiers à lancer la reconnaissance musicale aux États-Unis, avec les plus gros opérateurs là-bas et au Canada. C'était très difficile de lever des fonds. Je n'avais pas les fonds moi-même pour déjà créer toute une équipe autour de moi. Et les investisseurs ne comprenaient pas forcément ce que j'essayais de leur expliquer. Ils pensaient que c'était trop tôt. Et aussi, c'est pas si évident de lever des fonds quand on est entrepreneur, femme, noire, africaine, qui parle avec un accent. Les investisseurs ont un peu du mal à voir en fait. On est un peu plus un risque pour eux parce qu'on est différent. Et donc, j'avais un peu appris à juste vivre avec. C'est fini pour la 32e édition du Gamou de l'imam El Hadj Fonsou Bodian à Bignona. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de l'Emploi et du Travail. Yankoba Diémé a magnifié les enseignements de l'érudit et a sollicité des prières pour le Sénégal. Abdoulaye Sinkare. Comme chaque année, le Gamou de l'imam El Hadj Fonsou Bodian a refusé du monde à Bignona. Les fidèles sont venus de partout pour magnifier l'œuvre de cet homme dont la dimension dépasse la Casamance. Nous sommes particulièrement fiers de mettre en lumière l'engagement de El Hadj Fonsou Bodian, un érudit qui a dédié sa vie à lutter contre l'ignorance en fondant un réseau influent de 300 écoles coraniques. Ces institutions ont joué et continuent à jouer le rôle crucial de l'éducation de nombreux jeunes et garçons, les forgeant dans la droiture, l'intégrité et un profond engagement social. Cette année, l'événement est rehaussé par la visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye, occasion pour les élus d'attirer l'attention du gouvernement sur les préoccupations de Bignona. Nous avons gouvernement bi def programme spécial pour le département de Bignona, mais nous sollicitons le gouvernement pour un programme spécial en faveur de Bignona et de toute la région. La priorité, c'est la santé. Nous avons 3 centres de santé dans le département, mais il nous faut un hôpital de niveau 2. Bignona ñi érigé ko en hôpital de niveau 2. Le ministre Yankoba Diémé, qui conduit la délégation gouvernementale, trouve dans l'enseignement de l'érudit de Bignona une source intarissable pour promouvoir la bonne gouvernance. Ce moment privilégié de notre vie est un retour à Dieu. Une élévation de notre âme à la prière qui nourrit et renforce notre foi. Notre credo, le Jubal Jubanti, tel que nous l'a édicté le chef de l'État, s'articule fondamentalement autour des principes de la foi. Foi notamment au travail, foi à la droiture, foi à la justice, foi à l'essence même de la dignité. Que la prière soit pour cette terre du Sénégal la clé de la réussite. Imam, au nom du gouvernement, nous sollicitons ardemment vos prières. Clôturant la cérémonie, l'imam Fonsou Bodian a formulé des prières pour la réussite du gouvernement dans un Sénégal de paix et de prospérité. En culture, l'UNESCO offre une fresque murale d'Amadou Makhtar Mbao à l'UAM de Diamniadio. C'est une œuvre artistique réalisée par l'artiste graffeur Akonga. Elle magnifie la trajectoire d'un homme multidimensionnel. L'homme, vous le savez, a beaucoup contribué à la protection et à la promotion du patrimoine
culturel africain. Fatou Diouf. Ce symbole architectural d'une dimension de 175 mètres carrés orne les murs de ce temple du savoir dont il est le parrain. Cette œuvre artistique est offerte par l'UNESCO. Cette infrastructure nouvellement créée vient d'être accompagnée par un symbole. Un symbole fort, ce chef-d'œuvre composé de cette fresque réalisée par l'artiste de renom Akonga, qui nous a donné énormément de satisfaction. La famille est tout à fait consciente de ce que l'honneur qui est fait au parrain est une illustration de toute l'attention à laquelle la communauté universitaire de ce site, mais aussi l'UNESCO à laquelle il a appartenu et qu'il a dirigé, tiennent à mettre l'illustre parrain pour lui signifier le sens et l'importance qu'il donne au rôle qu'il a joué aussi bien au Sénégal que dans le monde. 14 mètres de haut, 13 mètres 50 de large, il a fallu à Akonga et son groupe une dizaine de jours pour réaliser cette beauté. Une belle expérience pour ces jeunes artistes qui découvrent ce grand penseur africain. C'était un réel plaisir d'avoir eu l'opportunité de peindre cette fresque avec toute l'équipe du RBS Crew et d'autres artistes qui ont rejoint la team pour la réalisation de cette fresque qui a duré en fait 12 jours. 12 longues journées et très belles parce que c'était vraiment mémorable de pouvoir rendre hommage au parrain Amadou Mahtar Mbow pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et le monde entier. Cette fresque illustre le combat d'Amadou Mahtar Mbow pour la protection et la promotion du patrimoine africain, ainsi que l'éducation et les sciences. Elle va permettre aux étudiants de s'inspirer quotidiennement de l'homme multidimensionnel. Voilà une personne qui a milité inlassablement en faveur de l'éducation pour tous. Ne laissez personne pour compte parce qu'il considérait l'éducation comme le moteur de développement. Voilà quelqu'un qui a milité longuement pour que l'histoire générale de l'Afrique soit préparée et étudiée, préparée par les Africains eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons 8 volumes de cette histoire générale de l'Afrique qui existent et qui feront dans le futur l'objet d'enseignements du primaire jusqu'à l'université. Voilà quelqu'un, aujourd'hui on est en train de parler de l'intelligence artificielle et du possible écart qu'il peut y avoir entre les pays du Nord et du Sud. L'UNESCO a aussi présenté l'exposition intitulée « Cet site exceptionnel qui promeut le patrimoine mondial du Sénégal ». Ces photographies de l'AEPRO seront affichées de façon permanente au sein de la bibliothèque de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Je vous le disais en titre, à Varson, en France, le couple Senghor possédait une résidence secondaire désormais confiée à la municipalité. Dans cette demeure au style architectural typique du 19e siècle, le président poète a théorisé le concept de normandité. Une délégation sénégalaise avec à sa tête le secrétaire d'État a visité cette maison où les livres et d'autres souvenirs ne manquent pas. Reportage à Varson, Ousmane Noël Mbaye Junior et Omar Diaw. 150 rue du Général Leclerc à Verson, dans le département du Calvados. La demeure des Senghor, désormais un peu trop solitaire, un parfum du 19e siècle au beau milieu d'un jardin de plus d'1 hectare, envahi par les herbes folles. Personne ne réside plus ici depuis que Colette s'en est allée rejoindre son Philippe et son Cédar, 38 et 18 ans après, à Bel-Air. Les Versonnais savaient qu'ils étaient là quand il y avait un garde devant la maison. C'est qu'ils étaient présents. Ils étaient très discrets. Cette coquette résidence, en dépit des injures du temps, a hébergé le couple marié en octobre 1956. D'abord pendant les vacances d'été, ensuite plus longtemps lorsque le président Senghor a quitté volontairement le pouvoir en décembre 1980. En cette journée printanière, elle s'ouvre à une délégation sénégalaise.
L'ambassadeur du Sénégal en France, le ministre de la Culture et le directeur du livre Dans l'entre-senghorien versonné. Fascination, émerveillement et contemplation. On a été tous émus de circuler, de visiter un peu cet espace-là. Il me semble, au sortir de cette visite, que les objets avec lesquels Senghor a travaillé, qui ont constitué un petit peu toute l'architecture, son environnement intellectuel, imaginaire, son environnement familial, tout cela constitue un peu une sorte de paysage à explorer. Qui doit être également connu davantage. Homme de lettres doublé d'homme d'État, Senghor s'est construit à partir d'innombrables auteurs de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Les livres ont constitué son univers quotidien, sa nourriture spirituelle. Au-delà de ses chefs-d'œuvre littéraires dans tous les genres, il y a des correspondances, des épîtres, des photos et divers manuscrits. Dans un couloir qui aurait été aménagé par Colette, des photographies de têtes couronnées du monde des années 60-70. Ça va de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et de son époux, au roi de Suède, à Hirohito, qui est là avec sa femme, à la femme du Shah d'Iran, Farah Pahlavi. Cette maison renferme des richesses inestimables qui feraient le bonheur de chercheurs, à condition qu'il y ait un inventaire codifié de tout ce qu'elle conserve. On a de nombreux livres, on a de nombreuses lettres, mais il faut tout d'abord trier tout ça avant de pouvoir le mettre à disposition des chercheurs. Parce que déjà, un chercheur, dans ces caisses, ne s'y retrouverait pas vraiment, même s'il y a eu un premier inventaire, mais c'est un inventaire assez rapide qui a été fait. Ici, la toge de l'académicien, là, l'épée qui va avec son symbolisme où le pays natal est présent. La plume de l'écrivain, et puis les armoiries du Sénégal. Si la maison a été léguée par Colette à la municipalité de Verson, il est possible d'établir un pont de collaboration avec le Sénégal pour sa gestion et son utilisation. Essayer de voir comment est-ce qu'il faudra en commun valoriser ce patrimoine, voir ensemble qu'est-ce qui dans l'avenir pourra est également relevé de la propriété de l'État du Sénégal. Il faut le dire, c'est un État souverain, mais qui peut, à un moment donné, puisque Senghor est un fils du Sénégal, comment est-ce que l'État du Sénégal pourrait faire prévaloir aussi cette relation à son fils. Parmi les nombreuses sculptures qui ornent l'intérieur, une tête de nègre, petite remarque qui déride sur les lèvres. On dit que si les lèvres sont un peu abîmées, ça serait parce que Madame Senghor avait l'habitude à chaque fois qu'elle passait d'embrasser son mari. Alors je ne sais pas si c'était à chaque passage ou si c'était seulement le matin au réveil. Colette la Normande, conquérante aux yeux verts et d'or, Colette la muse du poète et son unique fils Filou, symbole du métissage, parti trop tôt, un trio désormais réuni, loin de cette demeure qui inspire l'universel. Senghor, c'est la civilisation de l'universel, c'est ça qui est important dans ses propos et dans sa pensée, et qui est vraiment à relire et à réétudier régulièrement. Pour lui, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'endroit précis. L'homme fait partie de l'universel, de le monde. La préservation de cette propriété est vitale pour que continue de vivre et d'inspirer l'esprit de Léopold Sédar Senghor. Un grand projet dans ce sens est en marche avec la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Santé maintenant, pas de traitement à administrer aux moutons avant la tabaski, 21 jours. C'est le délai minimal à respecter pour que la viande soit consommable. Les vétérinaires rappellent aux éleveurs et consommateurs les risques liés à la consommation de viande contenant des résidus d'antibiotiques et autres antibactériens. On en parle dans la rubrique santé avec Fanta Badji. De beaux béliers que tout chef de famille voudrait acquérir pour la tabaski. Un résultat obtenu grâce à un bon investissement, suivi sanitaire, bonne alimentation. Les éleveurs, souvent des passionnés, rivalisent au quotidien pour assurer une bonne croissance de leurs bêtes et satisfaire une clientèle exigeante. Si j'ai pour acheter des moutons, j'achète pour moi-même d'abord. Des moutons de qualité, des moutons qui sont sains,
Et j'appelle un vétérinaire pour qu'il fasse des vaccins. J'appelle toujours un vétérinaire, il vient suivre mes moutons. J'ai un vétérinaire qui est ici à côté de moi. Chaque fois, il vient ici voir mes moutons. Et ça coûte cher de traiter les moutons. Donc, pour avoir des moutons en bonne santé. Et puis, on vit avec les moutons, avec nous et nos familles. Donc, il faudra aussi les suivre comme tu suis ta famille, tes enfants et tout. J'ai 23 ans et depuis mon enfance, j'élève des moutons. J'ai une grande expérience de la filière. C'est pour cela que je fais suivre mes bêtes par un vétérinaire. Côté alimentation aussi, ils ont un régime varié. Je les nourris au foin et au jarga. Je ne leur donne jamais des aliments mélangés à du carton ou des restes de repas. Un bon mouton à la viande tendre, c'est l'idéal. Cependant, sa consommation obéit à des règles sanitaires strictes. Nous ne faisons pas que vendre des moutons, nous en consommons aussi. Donc, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes d'abord. Tout éleveur digne de ce nom doit savoir qu'on n'administre pas de soins en période de tabaski. Ça, c'est basique. D'ici à la tabaski, on fait rien. On ne met pas de médicaments, ni des vaccins, ni rien. C'est juste les nourrir. Quand un mouton est malade, c'est automatique, le vétérinaire va venir voir. Je lui pose la question, parce que c'est un mouton de tabaski. S'il ne peut pas passer à la tabaski, je le fais monter en haut. Et c'est bon, il le traite. C'est tout. Les vétérinaires rappellent aux éleveurs que les antibiotiques et autres antibactériens agissent sur les animaux et il y a un délai d'attente à respecter au risque de compromettre la santé du consommateur. Actuellement, au Sénégal, on a pu remarquer dans des études, on montrait qu'au niveau de la viande vendue sur le marché, qu'on avait 51% de présence de résidus d'antibiotiques. Et ça, le problème, c'est par rapport, ça crée des allergies, ça crée des cancers au niveau de la population. Le conseil qu'on peut donner aux éleveurs, c'est le respect des délais d'attente. Et le respect des délais d'attente est variable en fonction de la molécule qui est utilisée. Donc il n'y a pas un délai fixe. Par exemple, pour certaines molécules telles que la spiramycine, on peut aller jusqu'à 75 jours de délai d'attente. Donc du coup, on ne peut pas se dire, bon, parce qu'on a donné une molécule telle que, je dis n'importe quoi, une amoxicilline, où on a un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 8 jours, qu'on va prendre cela comme barème de référence. Donc le délai d'attente va dépendre de la molécule qu'on va administrer. Et ça, eux, les éleveurs, la plupart du temps, ils n'ont pas cette notion. Ils savent juste que quand on injecte un produit, on doit attendre un temps, mais quelle est la durée, quel est ce délai, ils n'arrivent pas à faire cette différence. C'est pour cela qu'on va les inviter, à la porte de la tabaski, d'arrêter tout traitement. Ils sont nombreux à investir la filière et ils sont avant tout consommateurs. La garantie d'une viande de qualité est pour eux une obligation. L'affaire, ce n'est pas de chercher de l'argent. C'est bien de chercher de l'argent, mais il faut essayer de contribuer à la santé de tes bêtes et à la santé de la population du Sénégal. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi pour juste vendre ton mouton, mais ce n'est pas juste pour moi. Il faut toujours, du moment que c'est comment on dit, jaamu yalla, toujours, il faut faire quelque chose de positif. Quand tu élèves des animaux chez toi, il faut avoir la gentillesse de les suivre. Il faut les suivre comme tes enfants. Hein. C'est même une recommandation divine d'immoler un mouton bien portant, consommable, sans risque sur la santé. C'est une sunna de sacrifier un mouton sans anomalie. Il doit être sain, pas handicapé, il ne doit pas saigner, il ne doit pas non plus être malade. Il y a des conditions d'éligibilité pour immoler un mouton. La présence de résidus d'antibiotiques dans la viande impacte négativement la santé du consommateur. Au Sénégal, un contrôle sanitaire est effectué sur la viande destinée à la consommation nationale. Un contrôle pas étendu aux éleveurs particuliers, ce qui constitue un réel problème de santé.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient aux environs de 23h. Spaghetti, de neex la def namatuñu dara ci mag